Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation TAI et ses nouvelles actions. Claude Fabier à la manœuvre ce matin. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués, vos micros sont coupés. Vous pouvez échanger avec moi par le biais de la zone de chat qui est mise à votre disposition. Dans la mesure du possible, vous pouvez interagir avec moi et dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre aux questions que vous me poserez sur cette zone de chat. Alors, vous l'avez expérimenté il y a quelques semaines par le, par le chat, par le webinaire concernant l'e-facture. Hein. On était tellement on était envahi de questions qu'on n'a pas pu toutes y répondre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement réguler tout ça. Et puis, si je ne peux pas répondre, évidemment, nous reviendrons vers vous pour vous apporter réponse. Alors, ce matin, nous allons évoquer donc TAI et les dernières actions que nous avons mis en œuvre au sein de ce connecteur multifonction et cette machine-outil, comme j'ai l'habitude souvent de le dire. TAI, c'est une machine-outil, un couteau suisse, on l'appellera comme on veut. En tout cas, c'est un outil qui apporte énormément de plus-value et qui est très facile à déployer. Alors, cet outil TAI, évidemment, vous en retrouvez toutes les caractéristiques directement depuis notre site, un traitement automatique des impressions, avec un certain nombre de descriptifs et puis surtout des cas d'usage, puisque vous savez bien que TAI, c'est souvent difficile à le promouvoir parce qu'on manque d'idées, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec TAI que finalement, on est pris à son propre piège, si je peux dire, par rapport aux performances de l'outil. Donc, je vous laisserai aller évidemment sur notre site pour consulter et prendre exemple ou consulter les cas d'usage qu'on a d'ores et déjà positionnés. Alors, ce matin, on va se concentrer sur quelques actions qui sont tout à fait intéressantes et qui ont été mises en production et sont accessibles. Alors, ces actions, elles sont au nombre de, on va regarder ici, on va venir ici sur cette procédure. Au niveau des actions, ici, nous avons deux nouvelles actions, d'accord, qui sont l'action TED. Donc, TED, plateforme de dématérialisation. Alors, si je posais la question, on peut dématérialiser quoi avec TED? Eh bien, je vois toutes les mains qui se lèvent. Eh bien, on peut dématérialiser des bulletins, des factures et de la signature électronique. Voilà, un connecteur bien pratique pour alimenter la plateforme sans avoir à déposer manuellement les documents. Donc, c'est automatiser la transmission des documents depuis une application qui produit un flux d'impression et la plateforme TED qui, elle, va se charger de l'acheminer au destinataire. Soit pour le bulletin dans un coffre Digipost, pourquoi pas déposé par courrier. Dans le cas de la facture avec Chorus Pro, avec l'email, avec le courrier, avec bientôt le Facturix avec un dépôt sur le PPF dès le début de l'année. Nous avons aussi une nouvelle action qui est une action qui concerne les dépôts SharePoint Online OneDrive, donc toutes les applications en lien avec Office 365. On verra tout à l'heure qu'on peut faire dans les deux sens. Je sais uploader des documents depuis un SharePoint, mais aussi je sais uploader ou télécharger. Je sais faire dans les deux sens, upload ou download des documents qui seraient sur un SharePoint. On verra comment on fera ça tout à l'heure. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on fasse un petit exemple. D'accord, vous savez, on aime bien faire des exemples chez les compagnons et on est plutôt dans la vraie vie que dans le PowerPoint. Voilà. Alors, je vous propose quelque chose de relativement simple, c'est d'utiliser dans un premier temps la plateforme SharePoint OneDrive. Alors là, vous avez ici un espace OneDrive, d'accord, SharePoint accessible, avec, vous voyez, client bijou, donc un client avec des dossiers. Donc l'idée est de pouvoir, depuis un ERP, transférer les documents, d'accord, vers ce SharePoint, les organiser et les ranger en fonction d'une logique, évidemment, qui sera celle du client ou la vôtre. Donc là, pour le coup, on voit que j'ai aucun document directement placé dedans. Mais je vais aller dans ma gestion commerciale. Donc là, en l'occurrence, on va travailler avec Sage, mais on pourrait travailler avec n'importe quelle gestion commerciale, évidemment, comme d'habitude avec TAI. L'idée, c'est plutôt le connecteur qui va m'intéresser et pas d'où vient le flux. Je vais choisir un certain nombre de documents que je vais souhaiter imprimer et je vais réaliser leur impression, comme d'habitude, directement vers cette imprimante TAI
d'accord, en utilisant le bon format évidemment qui aura été paramétré dans la procédure. L'imprimante TAI est toujours accessible, donc pour un opérateur, rien de plus simple, on sollicite une imprimante du réseau, chouette alors, pas de difficulté, pas de formation particulière à l'utilisation de TAI. Et là, banco, on va lancer le traitement et puis on va utiliser, vous imaginez bien, ce connecteur SharePoint pour déposer les documents directement sur la plateforme SharePoint. Donc on va revenir ici, on va actualiser ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir une fois qu'on a actualisé? Ben voilà, on a les dossiers qui se sont créés de façon automatique, directement sur ce SharePoint, en reprenant la notation, en reprenant l'arborescence que j'ai définie dans mon action on ira tout à l'heure. Donc il s'agit de constater effectivement que les documents sont bien ici, donc par client, ensuite les documents des ventes, ensuite l'année et le mois, et je vais trouver ensuite par bonne commande le document concerné ou les documents concernés, et on voit bien que tout est arrivé bien rangé correctement directement dans le SharePoint. Allez, je peux ouvrir le document et le retrouver bien évidemment ici même. Donc c'est bien pratique pour mettre à l'abri ou pour déporter le stockage des documents, d'autant plus qu'avec Office 365, ils sont accessibles de partout. Et comme vous le voyez, l'arborescence peut être complexe pour déposer d'autres choses que des bons de commande. D'accord, pour des projets, pourquoi pas, des bons de livraison scannés, etc. Des choses qui iront se mettre de façon automatique. Alors regardons la procédure, comment elle a été conçue, et regardons surtout ce connecteur. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la procédure BC client. Donc je récupère des variables, ça peu importe, mais on va surtout utiliser ce connecteur SharePoint qui est ici. Alors vous allez voir, ça va se limiter à sa plus simple expression, puisqu'il s'agit tout simplement de définir dans un premier temps le tenant de la connexion Office 365, l'ID du client et le mot de passe de celui qui porte l'abonnement. Donc ça, ce sont des informations qui sont directement accessibles depuis le paramétrage du SharePoint. Et ensuite, on définit un certain nombre d'ID, mais on va définir ici l'ID du drive. D'accord? Cet ID du drive qui définit en fait ce fameux client bijou, vous savez, le nom que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, je vais positionner ici, vous voyez, le dossier dans lequel, l'arborescence, pardon, dans laquelle je vais organiser mes documents. Donc, on retrouve le client bijou, ensuite on retrouve le code client qui représente les dossiers, d'accord, dans lesquels, qui vont se créer automatiquement sur le SharePoint par le biais de l'action, par le biais de cette action. Évidemment, on a toujours nos accès clic droit ici avec nos fonctions qui sont directement accessibles dans la conception de la procédure. Et je définis aussi le chemin du fichier local, puisqu'évidemment, il s'agit de prendre un fichier que je vais transférer dans un dossier. Donc là, on définit le dossier, d'accord, le dossier qui va réceptionner le document. Et là, on définit le nom du fichier, d'accord, qui va être déposé dans le document, dans le SharePoint, excusez-moi. Donc là, on est bien sur le nom. Et puis, on a une option qui dit écraser le fichier s'il existe déjà. Donc oui, c'est une procédure qui est relativement simple. On définit le sens du téléchargement, donc c'est un upload, donc c'est du montant. Donc on sait monter les documents, mais on saura aussi pourquoi pas faire du descendant. Donc le descendant, en l'occurrence, peut être tout à fait pertinent lorsqu'il s'agit, pourquoi pas, de composer une liasse. Imaginons que dans le SharePoint, on va déposer les bonnes commandes, on va déposer les bonnes livraisons, d'accord, tous ces documents qui vont se déposer de façon automatique via TAI directement dans le SharePoint. Eh bien, on pourrait tout à fait lors du traitement de la facture, composer une liasse qui consisterait à aller chercher les différents bons de commande associés à la facture, d'aller chercher aussi tous les bons de livraison associés à la facture, pour composer une liasse, cette liasse serait poussée vers TED pour une distribution vers le client. Donc vous voyez, c'est drôlement pratique de pouvoir opérer ce traitement à partir d'une application simple qui s'appelle TAI. Voilà. Rien de difficulté. Alors j'allais dire que la plus grosse difficulté dans cette affaire-là, c'est de récupérer tous ces ID-là. D'accord? Et puis s'assurer effectivement que le client est bien en possession d'un abonnement qui lui permet de définir un OneDrive SharePoint directement depuis son abonnement. Donc, il faut que le client souscrive un abonnement. Alors j'entends certains qui disent ouais, mais pourquoi que OneDrive? Est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres connecteurs sur d'autres systèmes de fichiers sur le SaaS? Puis on y réfléchit. Sachez qu'aujourd'hui, via une autre action, on peut tout à fait déposer sur d'autres drives, si je peux dire. Donc en utilisant aussi un code .NET, en utilisant les API de du
du client, j'allais dire, de l'espace dans lequel on veut déposer. Bon, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut développer un connecteur en C#, mais sachez que c'est tout à fait possible et TAI répondra à la demande d'un de vos clients éventuellement, qui serait de déposer, je sais pas, sur un Dropbox ou un Google Drive, par exemple, ou d'autres outils que je ne connaîtrai pas. Donc c'est tout à fait possible. Alors, chez nous, vous savez, hein, on est très fan de toute la partie Microsoft, puisque nos applications sont développées en C#. Donc c'est toute la plateforme de Microsoft de développement. Et c'est vrai que pour nous, c'était tout à fait dans la logique que de proposer ce connecteur SharePoint OneDrive directement depuis TI. Alors, voilà la première, la première utilisation de ce nouveau connecteur donc, au sein de TI. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que c'est relativement calme sur le niveau du chat. Bon, bah, écoutez, ça me va bien alors, hein. Allons-y. Simplement au niveau du download, là, ici j'avais fait un petit exemple qui consistait pour le coup à aller chercher, non c'était sur la facture, pardon, c'était aller chercher les documents pour en composer une liasse. Alors c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut aller, il faut faire faut faire un curseur, hein, pour définir ici les documents que l'on va chercher sur le SharePoint, qu'on le ramène. Bon, l'idée, hein, vous avez compris, c'est je dépose les documents, les BL, les commandes, et lorsque je vais traiter la facture, mais je vais recomposer tous les documents, d'accord, qui sont liés à une facture, pardon, et ainsi récupérer un certain nombre de bons de commande directement sur la plateforme. Donc l'action ici, vous voyez, qui consiste à aller chercher, je vais récupérer ici, voilà, là c'est du descendant, pour le coup, hein, je passe en paramètre l'ID du drive, très bien, je donne le chemin, d'accord, où je vais trouver tous les BL associés à une facture, et je vais stocker tous ces BL dans un dossier sur mon disque local. Voilà. Et ensuite, lorsque je vais vouloir traiter la facture pour être poussé vers TED, eh bien à ce moment-là, hein, donc c'est l'autre connecteur que j'anticipe un petit peu, eh bien je vais joindre la facture au connecteur, mais je vais l'associer avec tous les documents qui sont liés à l'émission de cette facture. Donc, hein, ça peut être bien, ça peut être pour le coup des documents qui seraient simplement des documents autres que des documents de gestion commerciale, pourquoi pas, avec une logique qui serait beaucoup plus fine. Donc vous voyez, c'est relativement agréable et simple de pouvoir mettre en œuvre cette connexion vers ce SharePoint. Toujours pas de questions? Ben, écoutez, allons-y. Alors je vous propose maintenant d'évoquer l'autre action qui m'intéresse ce matin, c'est l'action TED. Alors on a vu que TED permettait de dématérialiser 3 types de flux, les bulletins, la facture et tout ce qui est signature. Donc sur la partie bulletin, ben, on va avoir la mécanique effectivement de traitement et de dépôt directement sur TED. Alors on va regarder une action. Donc dans cette action de TED, alors qu'est-ce qu'on va définir? On va définir dans un premier temps l'adresse URL, hein, de la plateforme TED. Alors là, je suis sur une plateforme de démo. Comment le connecteur s'authentifie, d'accord, quand on arrive sur la plateforme? Alors soit on utilise la clé API, soit un compte mot de passe. Voilà, donc ça sert à crypter l'échange puisque, hein, TI va produire un flux, d'accord, à direction d'un site en SaaS. Donc il s'agit de crypter l'échange. Donc ce cryptage s'effectue effectivement soit par le compte, soit par la clé API. Ensuite, sur la plateforme, on va désigner le compte émetteur. Quel est le compte émetteur qui va, hein, porter l'envoi? Donc là, il s'agit effectivement d'identifier par le biais d'un numéro qui correspond en fait aux sirènes. Je définis le type d'envoi. Alors on va retrouver nos 3 envois, hein, le bulletin, la facture, les contrats. Bon, très bien, jusque-là rien de particulier. Et je vais utiliser les variables telles qu'on a l'habitude dans TI pour nommer l'envoi, pour définir la date associée, et puis vous voyez pour éventuellement assortir le bulletin de salaire, hein, avec des documents secondaires. Hein, donc un certain nombre de documents qui pourraient être déposés directement en même temps, ou du moins traités en même temps que le bulletin. Le destinataire, hein, puisqu'il est important de désigner le destinataire puisqu'il s'agit d'un collaborateur en ce qui concerne le bulletin, donc le matricule, le nom, le prénom, l'email, le nom et le prénom, l'adresse postale, puisque la plateforme TED permet d'acheminer des documents, y compris par courrier, hein, pour ceux qui ne feraient pas le choix du digital. Et enfin, comme dans toutes les actions TI, on a un onglet autre qui permet de positionner des conditions. Voilà, jusque-là, rien de particulier. Vous voyez, c'est relativement simple, ce connecteur, évidemment, qui va évoluer en fonction du flux qu'on va lui faire traiter.
Donc typiquement, on vient de voir la partie bulletin. Tiens, on va essayer la partie signature. Donc la partie signature, c'est mettre en œuvre la signature numérique d'un document. Alors, la plateforme TED permet de collecter un document par un traitement manuel, c'est-à-dire qu'un opérateur dépose sur la plateforme TED un document à signer, mais pourrait être aussi utilisé via ce connecteur TAI dans le cas, par exemple, des devis. Donc, c'est l'exemple que je vous montrerai tout à l'heure, mais on va le décortiquer là tout de suite. Alors, au niveau de l'action TED, pour le traitement de la procédure qui s'appelle devis à signer, donc je souhaite utiliser TED pour collecter la signature numérique de mon client ou de mon prospect. Je prends en charge des variables comme on a l'habitude, je transforme le flux d'impression en PDF, très bien, et je vais ici utiliser le connecteur pour pousser vers une plateforme, donc l'arbre comme d'habitude, ma plateforme de démo, je vais déposer un contrat. Contrat ou signature, pour nous, c'est la même chose. Je donne ici le titre du contrat, la date associée, le ou les documents. Alors là, on va aller un peu plus loin en termes de documents, à savoir qu'on va avoir le document principal sur lequel va être apposée la signature. On va avoir des documents secondaires qui vont être fusionnés avec le document principal et donc le tout va être signé, d'accord, va être scellé. Et on a aussi la possibilité de définir des documents joints. Donc des documents joints seraient des documents qui seraient acheminés simultanément avec le document à signer. Je prends un exemple, un contrat de travail. Un contrat de travail, le collaborateur va apposer sur le contrat de travail sa signature, donc c'est le document principal. Le document secondaire, ce serait pourquoi pas le règlement intérieur, qui ce règlement intérieur serait fusionné avec le contrat et le tout serait signé par le biais du document principal. Et enfin, le document joint serait toutes les documentations, toutes les informations qu'il faut transmettre au collaborateur quand il arrive, le détail de la couverture de la mutuelle, le détail de l'utilisation de la machine à café, je n'en sais rien, ou des accès au bureau, etc., etc. Donc les documents joints qui, eux, ne seront pas signés, ne seront pas compris dans le process de la signature, mais qui seront acheminés simultanément avec le document principal. On désigne toujours un destinataire. Donc un destinataire qui peut être une personne, qui sera dans tous les cas une personne physique. D'accord, le cas d'une société, est-ce que je fais signer un devis à une société? Eh bien, je dois avoir comme contact le représentant légal de la société, bien évidemment. Voilà pourquoi on va trouver ici les trois valeurs. Donc, on a le nom du contact, le prénom du contact. Donc, il s'agit de la personne qui engage la personne morale, s'il s'agit d'une personne morale, donc une société. Et on trouve ici la raison sociale de la société qui va apposer sa signature. Et cette entité morale est représentée par un contact qui est une personne physique. La société, on lui donne les variables concernant l'adresse postale, évidemment, puisque ce sont des informations que l'on demande. Et enfin, on initie ici, dans le connecteur, on initie ici les différents acteurs qui vont intervenir dans le process de signature. D'accord? Qui est le valideur? Qui est le signataire? Donc le valideur, c'est qui? Le valideur, c'est celui qui entérine la bonne tenue du document à signer. Alors c'est vrai que sur un devis, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. On pourrait imaginer ainsi, on a un commercial qui fait un devis et il est validé par son responsable commercial. Donc le valideur, pour le coup, serait le responsable commercial. Tout comme un contrat de travail serait initié par un préparateur qui serait, pour le coup, le gestionnaire de paye. Et puis le DRH, lui, serait le valideur. Le signataire, quant à lui, c'est celui qui engage l'entreprise qui émet le document. Donc ce serait le représentant légal du DRH. D'accord? Donc on a le préparateur, le valideur, le signataire. On retrouve ces trois acteurs présents ici. Il suffit tout simplement de mettre le nom et le prénom tels qu'ils ont été définis au niveau de la plateforme TED. Je choisis ici ou je définis ici le service de signature, puisqu'on peut faire signer des documents de différentes façons, avec un OTP, sans OTP, un double OTP, avec une validation auto ou pas, etc. Donc on a un certain nombre de possibilités qui sont offertes par rapport à la mécanique de signature. Le délai de signature en jours, d'accord, 60 jours, le devis est valable 30 jours, 60 jours ou autre, on définit cette valeur-là. On peut mettre un petit message qui sera positionné quant à lui dans l'email qui est envoyé au destinataire pour qu'il puisse signer. Merci, suite à notre conversation,
C'est un petit commentaire, voilà, c'est un message personnalisé qui sera glissé dans un email général. On peut ici valider automatiquement les envois, c'est-à-dire, prenons le cas du devis, hein, le devis, on n'a pas forcément besoin, quand il sort de l'ERP, on n'a pas besoin de le valider depuis la plateforme. Là, pour le coup, pouf, ce sera un traitement complètement intégré qui va aller jusqu'à l'envoi directement auprès du destinataire à signer. Donc là, pour la présentation, je ne vais pas valider auto les envois pour qu'on puisse voir ces devis qui vont arriver sur la plateforme. Et enfin, dans le cas d'une plateforme de démo, on désigne ici l'email de démo qui sera porté si j'avais coché ici la validation auto, puisque il s'agit de ne pas passer, de distribuer directement vers une plateforme de démo et vers un email désigné ici même. Voilà. Vous voyez, le connecteur, il a évolué dans sa forme, dans sa présentation, en fonction du type de document qu'on va lui donner à traiter. Alors, je vous propose, après l'avoir lu et consulté ensemble, eh bien, nous allons faire directement le test d'envoyer vers la plateforme TED des devis à signer. Là, pour le coup, je vais utiliser ici mon application de tête démo, d'accord, hein. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. L'objectif n'est pas que je vous forme TED sur la signature, mais au moins qu'on remette les idées en place pour ceux qui l'utilisent, hein. Donc, la plateforme TED, 3 types de flux, bulletin de salaire, facture en signature. Donc là, on est dans la fonction de signature. Et vous voyez ici, au niveau de la validation des contrats, je n'ai aucun document à valider. Alors, l'étape qui va être opérée par TAI permet de s'affranchir de celle qui la précède, à savoir la préparation, puisque on peut préparer sur la plateforme TED directement par l'ajout d'un document manuel, d'accord, un document unitaire pour une signature. Vous remarquerez la terminologie qui est identique, document principal, document secondaire, document joint. Tiens, on a déjà lu ça? Eh bien oui, on l'a lu dans le connecteur, puisqu'on reprend exactement les mêmes choses. On retrouve la notion de destinataire, de valideur, de signataire. Ouais, on a déjà vu. Et puis, on trouve ça aussi, tout ce qui va être service de signature qui sont directement accessibles ici sur la plateforme, évidemment, puisqu'on est en lien. Alors, voyons voir comment ça va fonctionner. Donc là, pour le coup, je vais changer de RP. D'accord, je vais me mettre sur un autre RP, puisque pour vous démontrer que c'est pratique aussi depuis des autres RP. Dans le cas d'un devis, tiens, je veux mettre en œuvre un échange avec mes clients pour collecter auprès de mes clients finaux la signature de mes devis. Ben voilà, donc je choisis, tiens, je vais choisir 3 devis sur les 5 qui sont en cours. C'est ceux qui me sont attribués. Je vais donc imprimer ici ces documents. J'utilise évidemment toute la partie interface de mon ERP. J'utilise l'imprimante TAI qui est toujours encore là, présente pour les utilisateurs, et je lance l'impression. Donc là, ce qui va se passer, donc l'ERP met en forme les documents, et ces documents-là vont être transmis ensuite à la plateforme TED par le biais de ce fameux connecteur au sein de TAI. Donc les documents, on va les retrouver ici au niveau du suivi des envois. Alors, ils vont arriver, d'accord? Il y a une petite latence évidemment, puisqu'il s'agit de crypter. Ah, le code n'est abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors, voilà. Donc, j'en ai un qui ne doit pas être conforme, vous avez vu? Donc, j'ai un envoi qui n'est pas conforme. Donc, on retrouve les deux devis, d'accord, qui sont ici. Et celui qui est en erreur, j'essaierai de comprendre pourquoi il est en erreur. Donc là, les devis sont ici. Je peux ouvrir le contrat, d'accord? Donc, j'accède à toutes les informations du devis et je peux éventuellement mettre en œuvre le process de validation. Donc ce process de validation qui n'est pas utile, qui ne serait pas utile dans le cas du devis, j'aurais pu cocher dans TI validation auto, et je n'aurais pas eu cette étape intermédiaire qui n'est pas forcément pertinente au niveau du devis. En tout cas, c'est intéressant puisque les documents arrivent directement ici, d'accord, et vont suivre leur vie par rapport à la collecte et au contact du client final pour ce qui est de la signature. Donc, traitement bien pratique pour faire signer, j'allais dire, des devis clients, des accords fournisseurs, tout ce qui va être autour du RH. Donc, on peut vraiment utiliser cette plateforme pour générer la collecte de signatures. L'intérêt, au-delà de la praticité de cette plateforme, l'intérêt financier aussi est important puisque il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de minimum de facturation par utilisateur, on peut déclarer autant d'utilisateurs que l'on veut sur la plateforme et on est facturé uniquement lorsque le document est entièrement signé
par les deux parties. Donc, si le destinataire décide de ne pas signer pour X raison, eh bien, on n'est pas facturé d'une demi-signature, j'allais dire. On est facturé de 0 puisque le document n'est pas complètement signé. Donc, au-delà de la praticité de cette plateforme, on a aussi de l'intérêt financier puisque la partie financière est tout à fait, j'allais dire, intéressante et agressive pour justifier de son utilisation. Alors, voilà pour la partie, le connecteur que l'on vient de voir, hein, pour la partie contrat. D'accord. Il nous reste un dernier connecteur qui est celui de la facture, puisque cette facture, hein, vous le savez tous, hein, elle est sur un, comment dirais-je, elle est sur un traitement qui va évoluer d'ici quelques mois, hein, pour parler de la facture électronique, hein, sur un dépôt sur le PPF ou via des PDP. Bien là aussi, nous voulons être positionnés. Et donc, notre connecteur aujourd'hui traite les dépôts simples comme l'envoi par courrier, le dépôt sur Chorus Pro et l'envoi par email. Mais demain, bien évidemment, on sera en capacité de composer un fichier au format facture X pour le déposer sur le PPF ou l'envoyer à des PDP, puisque je vous rappelle que notre plateforme TED se veut être la première plateforme la plateforme OD multi-PDP. Voilà. Alors, ce connecteur a encore évolué au sein de TAI, puisqu'il présente des options différentes que le bulletin et de la signature. On retrouve ici les dénominateurs communs qui sont l'adresse URL, l'authentification, le compte émetteur et le titre du document et le type de document. On va trouver ici le document principal et le document secondaire. Hein, j'évoquais tout à l'heure la notion de l'IAS, vous vous rappelez, quand j'ai parlé de ma facture à laquelle on pouvait adjoindre les bons de commande, les bons de livraison, etc. Je positionne le destinataire de la facture qui peut être là pour le coup associé ou non à un contact, d'accord, avec un code client. Donc ça c'est pour gérer l'unicité, l'intitulé, l'adresse 1, 3 et 4. Et puis sur la partie facture, on a des éléments aujourd'hui qui sont indispensables pour les traitements sur Chorus Pro, d'accord, qui vont être désignés ici comme étant le SIRET du destinataire, le service et l'engagement qui sont des options sont des données pardon, qui sont optionnelles ou pas suivant ce qu'a défini le client final, le hors-taxe, le TTC, le net à payer. Dans le cas d'un avoir, mais on pourrait mettre le numéro de la facture d'origine, etc. Donc voilà ce connecteur qui a encore une fois évolué par rapport à son contenu, par rapport à sa présentation sur la facture, sur le bulletin et sur la signature. Alors, si vous êtes d'accord, on va le mettre en œuvre, d'accord, pour désigner le contexte. Et là, pour le coup, je vais revenir dans mon ERP et je vais lancer l'impression de, pareil, hein, d'un certain nombre de factures que j'aurai sélectionnées ou pas et que je vais imprimer toujours avec un modèle bien particulier vers cette imprimante physique qui n'en est pas une, qui est une imprimante virtuelle et qui va mettre en œuvre le connecteur TI le connecteur TED au sein de TI pour simplifier les échanges et pour utiliser toute la partie fonctionnelle d'ajout de documents éventuellement. Alors, voyons voir nos factures ici qui apparaissent ici. Est-ce qu'elles arrivent tout doucement? On va les voir arriver ici. D'accord. Donc ça arrive, tiens. D'ailleurs, je vois que j'en ai en erreur, c'est pratique. Voilà, donc les factures sont arrivées. Donc sur la plateforme, je dois dans tous les cas les valider, c'est-à-dire que je dois les contrôler avant de les mettre en circulation auprès de mes clients. D'accord, puisque c'est bien ça l'enjeu, c'est de contrôler ce qui s'y passe. Voilà. Alors j'ai traité 7 factures. Une de ces factures est en erreur, donc bien pratique, on a une alerte qu'on ne peut pas louper. Et nous voilà ici à consulter nos différentes factures qui sont acheminées suivant les 3 canaux que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est la plateforme, pour le coup, qui a déterminé le meilleur canal, le canal par défaut, en fonction du contexte de chacune de ces factures. Celle-ci sera déposée sur Chorus Pro, celle-ci et les autres seront acheminées par email, celle-ci par Chorus Pro, mais cette facture à destination de l'hôpital de Sarreguemines, quand elle n'est pas conforme, puisqu'il doit me manquer quelque chose. Tiens, il me manque un code service. Et depuis la plateforme, on a une phase de contrôle qui nous assure ainsi que les factures ne seront déposées sur le portail Chorus Pro que dès lors qu'elles sont conformes à ce qu'attend le client final, le client destinataire de la facture. Donc là, en l'occurrence, le code service qui a été désigné est un code service vide. Donc, on va voir ce qu'attend l'hôpital de Sarreguemines. Eh bien là, l'hôpital de Sarreguemines attend, d'accord, un service et un engagement. Vous voyez, c'est obligatoire, oui et oui.
Et les services, on ne les invente pas, non, on doit les choisir dans une liste qui a été émise par l'hôpital de Sarreguemines pour que la facture soit bien traitée. Donc là, je traite avec la facture, avec la pharmacie, et j'associe un code d'engagement qui est ni plus ni moins qu'un budget, puisque la partie, vous savez que le service public fonctionne par ligne budgétaire, mais là, on définit le budget sur lequel on va imputer cette facture. On trouve ici la facture, le visuel de la facture, et on aurait la capacité ici manuellement, tiens, nouvelle fonctionnalité de TED, on peut ajouter manuellement des documents à cette facture qui vont transiter avec celle-ci. Donc, bien pratique. Hein. Soit on va pousser une liasse complète qui a été composée via dans TAI, soit on peut intervenir directement ici au niveau de la validation de l'envoi par l'ajout de documents. Là, pour le coup, c'est des traitements qui sont manuels. Voilà, j'enregistre les modifications que je viens d'opérer. La facture est de nouveau passée au test de la conformité. Elle est conforme. Toutes les factures sont au statut OK. Allez, c'est parti, on y va. On envoie toutes les factures vers les différents destinataires en utilisant évidemment le canal qui a été positionné par défaut par la plateforme, mais qui pourrait être modifié de façon unitaire pour un client. Alors, tiens, j'ai une question. Bonjour Irène. Irène qui me sollicite sur la partie RGS 1 étoile ou RGS 2 étoiles. Alors, donc, on va essayer de faire cette petite digression sur la notion de RGS 1 étoile et RGS 2 étoiles. Alors, ces notions de 1 ou 2 étoiles sont liées à la piste d'audit fiable. Alors, vous savez peut-être que toutes les entreprises de France et de Navarre sont soumises à cette notion de piste d'audit fiable. Ah, c'est quoi ça? C'est la capacité qu'on va avoir à retracer l'historique d'une facture. Pourquoi j'ai émis une facture? On n'émet pas une facture comme ça, on émet une facture parce qu'il y a eu une commande, peut-être il y a eu un devis, donc il y a une traçabilité. Donc aujourd'hui, les entreprises qui ont une piste d'audit fiable, il y en a beaucoup. Mais globalement, toutes les entreprises qui ont un ERP aujourd'hui ont une piste d'audit fiable. Pourquoi? Parce que l'ERP est en capacité de tracer, peut-être qu'il y a eu un devis qui a été transformé en bonne commande, ensuite cette commande a été déclinée en bonne livraison, et enfin j'arrive à la facture. Donc là, on a une bonne piste d'audit fiable qui démarre par ce process de traçabilité qui est opéré par l'ERP. Donc là, on est tranquille. Alors, cette traçabilité peut être complétée, d'accord? Il doit être complété ensuite par un archivage dans un coffre-fort à valeur probante. Bon, imaginez maintenant que vous ayez un client, une entreprise, qui produit des factures dans Excel, dans Word ou dans d'autres outils de traitement de texte. Ben là, pour le coup, on n'a pas de traçabilité. Donc, on peut dire que ce client qui émet des factures n'a pas de piste d'audit fiable. Donc là, pour le coup, on va sous-traiter à un tiers de confiance, le soin de produire pour nous cette piste d'audit fiable. C'est donc le RGS 2 étoiles. Donc le RGS 2 étoiles, il est opéré par un tiers de confiance. En ce qui nous concerne, c'est DocaPost qui assure ce service pour nous, d'accord, puisqu'on n'est pas tiers de confiance. Donc là, pour un client qui émettrait une facture directement depuis Word, depuis Excel, qui n'a donc pas de piste d'audit fiable avec tout ce qui est traçabilité, eh bien, il va devoir utiliser un RGS 2 étoiles. Alors pour ceux qui utilisent un RGS 1 étoile, d'accord, donc qui ont cette partie en amont de la traçabilité, d'accord, par l'ERP, mais on va compléter aussi le traitement par un dépôt en coffre-fort, d'accord, pour avoir la globalité de cette piste d'audit fiable. Donc l'ERP fait une partie du job, et nous, la plateforme, par un stockage associé à l'envoi, eh bien, on va faire l'autre moitié de la piste d'audit fiable et ainsi satisfaire aux obligations légales. Pour ceux qui n'ont pas cette traçabilité liée à l'ERP, eh bien, ils vont confier immédiatement en RGS 2 étoiles. Alors, comme dans un hôtel, on est mieux dans un hôtel 2 étoiles qu'une étoile, mais c'est toujours un peu plus cher. Donc, c'est l'idée aussi du RGS 2 étoiles, puisqu'on passe par un tiers de confiance, donc il y a un coût supérieur. Voilà. Voilà en gros, grossièrement énoncé, donc la différence entre un RGS 1 étoile ou un RGS 2 étoiles, d'accord, pour justifier de l'envoi. Donc globalement, toutes nos entreprises clientes, le RGS 1 étoile est largement suffisant dès lors qu'il est assorti, qu'il est associé avec un stockage en coffre-fort pour rapporter la valeur probante de la facture. Merci Irène pour la question. Alors, y aurait-il d'autres questions par hasard?
alors sur des sujets variés si vous le souhaitez, mais surtout par rapport à ces connecteurs que l'on vient d'évoquer. Donc au sein de TAI, d'accord, avec le connecteur ici TED, d'accord, qui se décline à trois flux distincts, et l'action SharePoint qui elle aussi se décline en upload ou download. Donc pas de questions. Parfait. Bon, écoutez, hein, 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, je pense que c'est bon. Si vous n'avez pas de questions, donc je vais vous libérer, je vais vous remercier. Et puis, oui, Frédéric, hein, pour avoir ce connecteur, il suffit d'avoir la mise à jour de TAI, la mise à jour de TAI, regardez, se trouve depuis sur notre site. D'accord? Vous allez sur notre site, vous descendez tout à fait en bas, on a un menu téléchargement, paf, et on télécharge la dernière version de TAI accessible ici dans les téléchargements. Voilà, TAI Server. Voilà. Alors pour ceux qui sont en G2, vous savez que TAI fonctionne en génération 1, génération 2. Si vous êtes en G2, il faut aussi faire la mise à jour. D'accord? Voilà, donc on trouve ici le serveur qui vous donnera accès à toutes les fonctionnalités ou à la présence, à l'affichage de ce connecteur. Petite nuance quand même au niveau des prérequis. Frédéric, attention, par rapport à la mise à jour de TAI, il faut que le serveur ou la machine qui héberge TAI soit sur laquelle il faut que le .NET Framework 4.8 soit installé. D'accord? Attention, l'installation du .NET 4.8 nécessite le redémarrage de la machine. Donc, vous l'anticipez bien. Vous n'allez pas un bille en tête pour faire cette mise à jour de TAI. Il faut d'abord s'assurer que le .NET Framework 4.8 soit installé. Voilà. Mais écoutez, merci à toutes. Frédéric, j'ai une question pour Frédéric. Tu vois, c'est Frédéric qui a une question pour moi plutôt. Hein. D'accord, bon, c'est une question. Frédéric propose de. Voilà. Ok, Frédéric, je m'en occupe. Donc, Frédéric, il me sollicitait sur une question en support, dans les tuyaux au niveau du support. Donc, merci à toutes, merci à tous. Passez une belle journée, passez de belles fêtes, et puis à très vite pour de nouvelles aventures ou pour d'autres questions directement accessibles par info@éditioncompagnon.com. Bonne fin de journée, bonne fête, à bientôt.